Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Place au journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au menu ce matin ? Ce matin, je vous parle des sites d'info et de la télé qui sont les grands gagnants de la période de confinement, de la santé des Français mise en péril, de la précarité des sportifs et de Marc-Olivier Fogiel qui prend du galon. Mais comme chaque jour, on commence avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ? Eh bien, les Français ont regardé The Resident. La série de TF1 continue de garder la main de nos mercredis soirs. Plus de 4 400 000 Français en moyenne ont suivi les 2 épisodes de la soirée. Ensuite, on retrouve l'habituel Top Chef sur M6 avec pas loin de 3 800 000 téléspectateurs. Et France 2 est troisième de la soirée avec son feuilleton Alex Hugo en rediffusion juste sous la barre des 3 millions de téléspectateurs. Culture Média. Cyril, on commence maintenant ce journal des médias par les Français qui sont devenus accros aux sites d'info. Et la crise sanitaire nous a précipité sur les sites et les applications des offres d'information. Selon Médiamétrie, au total, ils ont gagné plus de 5 millions de visiteurs quotidiens au cours du mois par rapport à mars 2019. On y retrouve évidemment tous les principaux sites d'information comme ceux de France Info, du Figaro, du Monde ou du Parisien. Mais la presse régionale et locale a aussi nettement profité de ce regain d'intérêt des Français. L'audience de certains titres de PQR a doublé durant les 15 premiers jours de confinement. Parmi les grands gagnants, on retrouve notamment les sites de la Provence, de la Montagne ou de Sud-Ouest. Des mesures qui ne concernent pour le moment que le mois de mars, donc uniquement sur la première période du confinement. On devrait logiquement voir progresser encore ces chiffres avec la publication du mois d'avril. Et ce succès, on le retrouve également du côté de la télé, Cyril. On vous a parlé à plusieurs reprises ici même des audiences qui ont explosé à la télé lors de la période de confinement. Eh bien, le bilan fait par Médiamétrie le confirme. Durant les 2 mois passés chez eux, les Français ont passé 5h50 par jour devant leur poste de télévision. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est devant son poste de télévision ? On regarde la télé. On regarde la télé, vous avez raison, bravo Philippe Vandel. La perspicacité, le gars qui pense dès le matin. C'est l'essentiel évidemment de la consommation, 4h41 par jour. Mais cette télé, on s'en sert aussi pour regarder Netflix par exemple, ou même jouer à des jeux vidéo. Selon Médiamétrie, nous consacrons 1h07 par jour à ces autres pratiques donc que la simple télévision. Côté télé, sur cette période de 2 mois, 60 programmes ont dépassé les 5 millions de téléspectateurs. C'est 2 fois plus que l'an dernier à la même époque. Et durant cette période de confinement, 82,3% des Français ont regardé la télé chaque jour. C'est 10 points de plus qu'en période normale. Reste maintenant à savoir si cet amour retrouvé va se prolonger ou s'il s'agira d'un simple flirt d'été. La télé justement, ce soir, Envoyé spécial s'intéresse à un sujet qui nous a beaucoup occupé ici ces dernières semaines. La France était-elle armée pour une pandémie ? Effectivement, on a beaucoup parlé du manque de masques, du manque de tests, mais à voir le reportage d'Envoyé spécial ce soir, ce ne sont pas les seuls manques en France. La France est-elle désarmée pour répondre à nos besoins sanitaires ? C'est ce que cherche à savoir ce sujet ce soir. Et c'est vrai qu'à voir ces usines trop peu utilisées, les hôpitaux obligés de rationner certains médicaments ou la destruction de machines-outils, on se dit que quelque chose s'est déréglé dans le pays. Emmanuel Macron a lui-même dit qu'il fallait rebâtir notre souveraineté nationale. Nous avons joint Vendry Ilanos, le journaliste qui a réalisé ce reportage, et je lui ai demandé si, après ce tournage, il avait le sentiment que ce défi pouvait être relevé. Effectivement, on se pose la question, et ça c'est plutôt quelque chose que j'ai entendu du côté soit des soignants, soit des associations qui travaillent sur ces questions-là, c'est de savoir comment est-ce que le politique peut regagner un certain pouvoir de négociation vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, qui est évidemment, et on le comprend par les enjeux à la fois financiers, sanitaires, etc., extrêmement puissante. Et il y a aussi d'autres problématiques. La première à laquelle on peut penser d'ailleurs, qui est parfois d'ailleurs soulevée par l'industrie pharmaceutique, c'est la problématique environnementale. C'est-à-dire que aujourd'hui, fabriquer des médicaments, c'est une industrie assez polluante, voire très polluante. Et finalement, si on a installé des usines de production très loin de chez nous, c'est aussi parce qu'à un moment, les normes environnementales et sanitaires étaient plus complexes en Europe. Donc, il faudra voir, par exemple, quelle maire serait susceptible d'accepter une usine avec un risque Cveso très important, des risques de rejet, de pollution qu'on ne sait pas vraiment comment traiter. Et ça pose aussi des questions.
Et oui, un défi de souveraineté qui posera donc d'autres problèmes. Si la question sanitaire vous intéresse, je vous recommande en tout cas ce sujet d'envoyé spécial. C'est ce soir sur France 2 à 21h. Un dossier à nous signaler, Cyril, qui concerne deux sujets qui sont rarement associés, la pauvreté et le sport. Alors évidemment, je ne vais pas vous parler des joueurs du PSG ou des basketteurs de la NBA, mais je tenais à vous suggérer la lecture d'un dossier aujourd'hui dans le journal L'Équipe sur les parents pauvres de la crise. La journaliste Céline Noni est allée à la rencontre des athlètes français qui préparaient les Jeux Olympiques de Tokyo et pour qui tout s'est arrêté brusquement. Et parmi ces sportifs, beaucoup ne sont pas professionnels et ont donc des métiers en plus de leur sport. En 2016, parmi les athlètes français présents au JO de Rio, la moitié gagnait moins de 500 € par mois. C'est à ces sportifs précaires que s'est intéressée Céline Noni. On l'écoute. Ce qui m'a poussée à aller dans cette direction, c'est la certitude que la plupart des athlètes bénéficiant de contrats avec des entreprises, et il n'y a aucune raison que cela n'ait pas de répercussions sur les athlètes. Et je me suis rendu compte que c'était une des grosses inquiétudes des athlètes de haut niveau, y compris parmi les athlètes qui préparent les Jeux Olympiques. La plupart vont vous dire on n'est pas les plus à plaindre, on a éventuellement des économies et on va puiser dedans pour payer une saison de plus, parce qu'en fait, eux se retrouvent aussi en dehors de la crise actuelle à devoir gérer une saison supplémentaire pour arriver aux Jeux Olympiques. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont cette inquiétude malgré tout de savoir est-ce que nos sponsors, est-ce que les entreprises avec lesquelles on a signé un pacte de performance vont continuer à nous soutenir. Bien sûr, l'Agence nationale du sport soutient ces athlètes. L'an dernier, elle leur a versé plus de 12 millions d'euros, mais la situation peut être très tendue. Céline Noni nous donne l'exemple d'une sportive qui pensait être aux Jeux cette année. Il y a par exemple la championne paralympique Sandrine Martinet qui a gagné en judo, qui est malvoyante, qui est mère de famille, dont le mari est militaire. Elle a mis son métier de kiné, elle est kiné libérale, elle a mis son métier entre parenthèses. C'est des vrais efforts à la fois de famille, c'est aussi des vrais efforts financiers, parce que même si elle a une aide fédérale sur les dernières années, elle m'a expliqué qu'en fait ses revenus sont quasiment réduits de moitié. Malgré tout, elle dit « Je suis prévoyante, je l'ai envisagé, j'ai des économies, j'utiliserai ces économies pour aller au bout de mon projet olympique. » Voilà, malgré les sacrifices, c'est un sacré beau projet. Les parents pauvres de la crise, c'est un dossier à lire aujourd'hui dans l'Équipe. Et puis Cyril, pour terminer, ça bouge du côté du groupe Altis. Et l'agenda de Marc-Olivier Fogiel ne va pas se désemplir. Celui qui est devenu directeur général de BFM l'été dernier va également prendre en charge sa petite sœur BFM Business. On a appris il y a quelques jours le départ de Kim Younes Charby, qui ne sera pas resté longtemps, à peine 7 mois aux commandes de la chaîne Éco du groupe Altis. Et voilà donc Marc-Olivier Fogiel qui prend du galon. Merci beaucoup Cyril Lacaillard, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Culture Média continue évidemment.